Un autre élément important, dont la guerre des drones fait partie, est le fait que le champ de bataille est devenu transparent. Les deux camps, grâce aux drones et à divers satellites, ont une image claire de ce que fait l'adversaire. Les forces ukrainiennes utilisent des satellites occidentaux et d'autres ressources spatiales, tandis que les Russes disposent de capacités similaires. Cette transparence signifie que vous ne pouvez plus surprendre votre adversaire. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous. Ici Pascal des études de neutralité. Aujourd'hui, j'ai une discussion peu conventionnelle pour vous, car j'ai avec moi un collègue animateur de YouTube qui ne parle pas beaucoup de politique, mais qui est un expert ou un geek, selon ses propres mots, en matériel militaire. Je parle d'Augusto Aldeghi, qui est l'animateur de la chaîne YouTube Millennium 7 Star, qui produit des vidéos de haute qualité sur la technologie militaire, en particulier dans le domaine de l'aérospatial. Augusto a obtenu son diplôme en ingénierie aéronautique de l'Institut Polytechnique de Milan. Il a fait son service militaire dans l'armée de l'air italienne, puis a travaillé pendant un court moment dans l'industrie aérospatiale. Après cela, sa carrière professionnelle l'a conduit dans le domaine de l'informatique et du conseil en gestion. Néanmoins, il se décrit comme un énorme passionné d'aérospatial. C'est pourquoi il gère sa chaîne. Vous me connaissez, je suis plutôt pacifiste dans l'âme, donc je n'aime pas beaucoup l'équipement militaire. Mais pour l'analyse, il est important de savoir ce qui existe, ce qui est produit et quels sont les écueils. Ces aspects techniques sont certains des facteurs qui déterminent le développement des politiques militaires et de sécurité. Alors, Augusto, merci beaucoup d'être en ligne aujourd'hui. Merci beaucoup, Learning. C'est une introduction flatteuse. Vous le méritez. Vous créez vraiment un contenu merveilleux. Je recommande à tout le monde de le consulter, car vous parlez longuement des avions. C'est déjà ma première question, car je n'ai jamais vraiment compris l'aspect aérospatial, surtout dans le contexte de la guerre actuelle en Ukraine. Dans une vidéo récente, l'une des choses que j'ai trouvées fascinantes était que vous disiez que les F-16 dont on parle tant, et qui sont censés aller en Ukraine et être pilotés par des pilotes ukrainiens, seraient assez inutiles pour l'Ukraine. Je crois qu'ils viennent de terminer la formation de quelques pilotes. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi c'est le cas? Donc c'était pas vraiment moi. C'était un haut fonctionnaire ukrainien, un officier de l'armée de l'air ukrainienne, qui a dit que les F-16 à ce stade n'étaient pas aussi utiles qu'ils l'auraient été s'ils étaient arrivés pour l'offensive d'été. La raison en était qu'avec les F-16, ils auraient pu exercer au moins certaines formes limitées de puissance aérienne, ce qu'ils ne peuvent pas faire maintenant. La guerre aérienne en Ukraine a été caractérisée par un certain degré de paralysie, parce que les défenses aériennes basées au sol se sont avérées si efficaces qu'elles se refusent pratiquement l'espace aérien. L'Ukraine est désavantagée parce que son armée de l'air est plus petite que celle de la Russie et technologiquement en retard d'au moins 20 ans. Mais les Russes disposent également d'un certain nombre d'armes à très longue portée, comme les missiles de croisière et les missiles balistiques, qui peuvent être utilisés pour frapper des cibles clés en Ukraine occidentale. Néanmoins, les défenses aériennes ukrainiennes basées au sol, en particulier grâce à l'utilisation de certaines tactiques astucieuses, ont été très efficaces. Les Russes s'aventurent rarement au-delà des zones qu'ils occupent réellement sur le terrain.
Ce n'est pas particulièrement un problème pour les Russes, car la portée de leurs armes leur permet de nettoyer une zone d'environ 100 km de profondeur à l'intérieur de l'Ukraine, derrière les lignes ukrainiennes, où il est presque impossible pour les Ukrainiens de voler. Ce que les F-16 auraient fait, c'est A. Ajouter plus de nombre. B. Étant légèrement plus modernes que ce que les Ukrainiens ont actuellement, ils auraient été moins sensibles aux armes russes. Ils auraient peut-être eu une meilleure chance de survivre et auraient pu être utilisés par exemple pour obtenir la supériorité aérienne locale au-dessus de la zone de l'offensive. Ce qui, dans la doctrine de l'OTAN, est essentiellement une condition préalable pour faire quoi que ce soit. L'un des principaux problèmes de l'offensive à l'été 2023 était que les Ukrainiens ont initialement essayé d'opérer comme les forces de l'OTAN en utilisant le mouvement plutôt que l'attrition. Mais cela implique en fait que le défenseur doit être soutenu par la puissance aérienne. La puissance aérienne est un élément clé de la doctrine de l'OTAN et de la doctrine américaine. En gros, si vous n'avez pas la supériorité aérienne, rien ne bouge. Les Ukrainiens ont essayé de faire de même, mais ils ont échoué en quelques jours. Ils sont revenus à des tactiques plus classiques et raisonnables, compte tenu de la situation sur le terrain. Ils ont réussi à faire quelques progrès, bien que très peu, mais ils n'ont toujours pas atteint une quelconque forme de supériorité aérienne. Les F-16 auraient pu leur donner ce genre de supériorité aérienne locale qui aurait pu améliorer leur situation. Maintenant, alors que les Russes ont l'initiative, les F-16 ne sont probablement pas aussi utiles, car technologiquement parlant, ces avions sont assez anciens. Les Russes ont toujours une marge de supériorité technologique. Cependant, les F-16 sont définitivement plus dangereux pour les Russes que ce que les Ukrainiens ont déjà. Ils ne sont pas suffisants pour compromettre la capacité de l'armée de l'air russe à créer cette zone sécurisée et à utiliser des composants d'attaque au sol pour frapper les forces ukrainiennes sur la ligne de front. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas considérés comme très utiles maintenant. Il reste une déclaration politique, pour être honnête, car probablement plus de défense aérienne basée au sol aurait été meilleure pour eux. Mais leur efficacité militaire n'est probablement pas au top. La raison pour laquelle ils n'ont pas obtenu cette force aérienne dans ce nouveau style OTAN en 2023 est qu'il est extrêmement difficile de créer une force aérienne à partir de zéro. Par exemple, les Polonais qui ont adopté le F-16 il y a de nombreuses années ont mis 6 ans depuis le début du programme pour avoir les premières capacités limitées et environ 10 ans pour avoir des capacités complètes. Bien sûr, en temps de guerre, on peut faire des compromis, mais si on le fait, on risque aussi de compromettre l'efficacité des systèmes. On parle beaucoup des pilotes, mais il y a d'innombrables autres éléments à prendre en compte. Par exemple, les réserves ukrainiennes de consommables, d'huile et de fluides hydrauliques sont-elles compatibles avec les avions occidentaux? Ce sont des avions américains et tous les outils utilisés pour les entretenir sont en système impérial. Les Ukrainiens utilisent des outils métriques. Donc il y a beaucoup de situations comme celle-ci qui doivent être résolues avant d'atteindre la pleine capacité de l'arme. C'est la raison pour laquelle cela prend autant de temps. Les détails sont nombreux, mais si je comprends bien, l'un des points de discussion est que les F-16 pourraient être équipés d'armes nucléaires tactiques. Les Russes l'ont reconnu et ont déclaré qu'ils considéreraient les F-16 comme une menace nucléaire.
Il semble donc que les Russes prennent les F-16 très au sérieux, du moins dans leurs déclarations. Avez-vous d'autres informations sur les raisons de cela? Ou est-ce plus un point de discussion politique plutôt qu'un véritable problème opérationnel, du moins du côté russe? Je veux dire, ils ne devraient pas avoir si peur des F-16, n'est-ce pas? Je crois qu'ils n'ont pas particulièrement peur. Ils les prennent au sérieux, évidemment, mais ils ne pensent pas qu'ils aient particulièrement peur. Oui, il est vrai que les F-16 sont certifiés pour larguer des bombes nucléaires à gravité, mais pour en larguer une, il faut en avoir une. La grave signifie simplement tomber. Oui, une arme conventionnelle qui tombe de l'avion par gravité et vole en vol libre n'est pas guidée et atteint la cible. Une bombe nucléaire stupide. Une bombe nucléaire stupide, exactement. Évidemment, l'Ukraine n'en a aucune, donc ils ne sont pas une menace immédiate. Et encore une fois, si vous voulez les utiliser, vous devez former les pilotes, former le personnel au sol et ainsi de suite. Manipuler des armes nucléaires n'est pas simple. Donc, je pense que c'est plus de la posture politique de ce point de vue. Cela donne probablement aux Russes une justification pour éventuellement frapper les F-16 où qu'ils les voient. Je ne pense toujours pas qu'ils essaieront de les frapper lorsqu'ils sont en dehors des frontières de l'Ukraine. Mais cela laisse peut-être une porte ouverte pour une telle opération. Une chose qui m'inquiète vraiment est le fait que les F-16 devront entrer et sortir d'Ukraine pour la maintenance. C'est quelque chose que les Ukrainiens font déjà avec beaucoup d'équipements occidentaux. Ils n'ont pas le temps de mettre en place une chaîne logistique complète en Ukraine. Donc en gros, toute la maintenance majeure est effectuée soit en Pologne, soit en Roumanie. S'ils font la même chose pour le F-16, avec l'avion décollant de Pologne, atterrissant en Ukraine, étant armé, puis accomplissant une mission complète, il devient difficile de justifier qu'il n'y a pas d'action militaire directe depuis le territoire polonais. L'avion a décollé de Pologne, a fait une escale, puis a terminé la mission. J'ai vraiment peur qu'à un moment donné, pour maintenir l'avion opérationnel, ils en viennent à faire cela parce qu'ils ne peuvent pas tout faire en Ukraine. Cela potentiellement très escalatoire, à mon avis, car à ce moment-là, les Russes auront une incitation à frapper les installations en Pologne qui entretiennent les avions. Mais je me souviens qu'il y avait aussi l'idée que ces avions pourraient en fait partir de la Pologne, survoler l'Ukraine, effectuer des missions de combat, puis revenir atterrir en Pologne. Est-ce quelque chose de concevable? Ou bien le départ et l'atterrissage pour les missions se feraient-ils toujours depuis le territoire ukrainien? Je crois que ça donnerait aux Russes l'excuse parfaite pour frapper les bases, en Pologne, en Roumanie, ou d'où que ces avions décollent, ce qui à mon avis est très escalatoire. D'après ce que j'ai entendu, ils essayent d'avoir une opération autonome en Ukraine. Mais comme je l'ai dit, c'est très difficile et cela prend beaucoup de temps. Je ne vois pas comment ils pourraient faire cela, du moins sans les entrepreneurs civils, qui sont normalement utilisés par toutes les forces aériennes occidentales. Le F-16 est un avion très courant, des milliers ont été construits. Beaucoup de forces aériennes utilisent cet avion, donc il y a beaucoup de sous-traitants civils spécialisés dans son entretien. Ils sont utilisés par à peu près toutes les forces aériennes en Occident. C'est une pratique normale. Je ne vois pas comment les Ukrainiens pourraient faire cela sans ces sous-traitants. Le pire des cas pourrait être
et il y a eu des propositions de faire venir du personnel américain retraité pour faire l'entretien directement en Ukraine, ou des pilotes américains retraités pour piloter les avions directement en Ukraine. Encore une fois, cela est assez escalatoire. Oui, c'est une escalade. C'est très très dangereux. Avez-vous une idée de pourquoi c'est le cas? Je veux dire parce que vous avez mentionné ramener du matériel militaire en Pologne et en Roumanie pour réparation, puis le renvoyer en Ukraine pour utilisation. Cela était assez normal avec l'équipement offensif terrestre, comme les chars, etc. Pourquoi les Russes n'ont-ils jamais systématiquement détruit toutes les lignes de chemin de fer et les routes principales menant à la Roumanie et à la Pologne? Est-ce que cela a du sens? En fait, ils l'ont fait. Ils pouvaient dans le sens où les ponts et les routes menant en Roumanie étaient plus vulnérables aux attaques à cause des montagnes. Les Carpates font partie de la frontière, donc il y a un nombre limité de routes, de passages étroits et de vallées. Il y a des ponts, des viaducs, etc. Ceux-ci ont été systématiquement attaqués pendant un certain temps. La frontière avec la Pologne ne vaut probablement pas la peine car les routes et les chemins de fer sont faciles à réparer s'ils sont touchés. Donc, vous lancez un missile de croisière valant des millions pour faire un trou dans le sol sur une route ou une voie ferrée qui peut être réparé en un jour ou deux. Cela ne vaut probablement pas la peine. C'est la raison pour laquelle ils n'attaquent pas. Ils n'ont pas non plus la capacité de renseignement pour suivre les convois individuels transportant le matériel d'avant en arrière. C'est la même raison pour laquelle les ponts sur le Dniepr sont toujours debout. La plupart d'entre eux ne sont pas vraiment des ponts, ce sont en fait des barrages. Donc encore une fois, c'est une cible très difficile à atteindre depuis les airs ou à longue distance. Et si c'est un barrage, ça causerait des dommages importants en aval. Exactement. Mais avant d'en arriver là, il vous faudra beaucoup de frappes. Le barrage de Nova Kakhovka était différent car apparemment il était miné. Nous ne savons toujours pas qui l'a fait exploser car la destruction du barrage a créé plus de problèmes pour les Russes que pour les Ukrainiens. Cependant, le récit suggère toujours que les Russes l'ont fait exploser parce qu'ils ont une histoire de destruction de leur propre infrastructure, comme la centrale électrique. Les deux camps ont apparemment attaqué la centrale électrique, même avec des Russes à l'intérieur. Permettez-moi de vous poser une autre question qui me préoccupe. Si je me souviens bien, la Suisse a décidé d'acheter des F-35 aux États-Unis. Pourquoi donneriez-vous des F-16 à l'Ukraine si des F-35 sont disponibles? Quelle est la différence entre ces avions? Et qu'est-il arrivé aux F-17 à F-34? Je me suis toujours demandé à propos de la nomenclature. What's the naming there? I always wondered. Commençons par la deuxième question. F signifie chasseur, et le numéro fait partie du système américain pour classifier les plateformes. Ils ont commencé avec le F-1 dans les années 1960. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais ils ont finalement atteint le F-100 et au-delà. Certains des numéros étaient juste des projets qui n'ont jamais vu le jour, tandis que d'autres sont devenus de véritables avions. Après le F-16, le F-17 était un prototype. Le F-18 est un avion utilisé par la marine américaine. Le F-19, je ne sais pas. Le F-20 était un chasseur léger qui n'a pas réussi et n'a jamais été vendu. Il y a le F-22, qui est un chasseur de supériorité aérienne furtif. Et puis il y a le F-35. Le F-35 est l'avion le plus moderne dans les inventaires des États-Unis et de l'OTAN,
ainsi que d'autres pays alignés sur l'Occident. Il est actuellement en production et est probablement l'avion de combat produit en plus grand nombre aujourd'hui. Le J-20 chinois s'en rapproche, mais le F-35 est produit malgré de nombreux problèmes. C'est un programme très controversé, mais l'avion lui-même est excellent. Le programme, cependant, a été mal géré. Le F-35, vous voulez dire? Oui, le F-35. La Norvège, le Danemark, la Belgique et les Pays-Bas remplacent tous leurs F-16 par des F-35. Les F-16 étaient en fait disponibles pour être donnés à l'Ukraine. Ce sont tous de vieux avions. Le F-16 a volé pour la première fois il y a 50 ans. Les avions européens sont plus récents, mais ils ne sont pas jeunes. Ce sont des cellules assez anciennes. Ils ont encore beaucoup d'heures de vol devant eux, mais ils ne sont évidemment pas modernes. La technologie de ces avions n'est pas à la hauteur par rapport au F-35. Le F-35 est, en termes de technologie, à peu près l'avion le plus avancé aujourd'hui. Le J-20 chinois et le Su-57 russe s'en approchent, mais le F-35 a encore un avantage. Je veux dire, cela me donne l'impression que l'envoi des F-16 en Ukraine est une manière de recycler un avion en fin de vie. Cela ressemble presque à une insulte pour moi, si j'étais ukrainien. A-t-on déjà parlé d'envoyer des F-35 en Ukraine, ou que l'Ukraine obtienne les avions les plus modernes? Eh bien, tout d'abord, vous auriez un problème encore pire que celui que j'ai expliqué auparavant. Arriver réellement au point d'être capable de les utiliser efficacement. Ils sont plus complexes que les F-16 et sont une plateforme moins établie. Mais le principal problème est que vous mettriez quelque chose considéré comme le prédateur ultime de l'arsenal de l'OTAN en pleine vue des Russes. Il pourrait finir par être plus efficace. Je veux dire, avoir 40 à 60 F-35 en Ukraine, pleinement opérationnels, pourrait probablement obtenir la supériorité aérienne sur l'ensemble du théâtre opérationnel. Cela suppose qu'ils soient pleinement opérationnels avec tous les actifs nécessaires pour les soutenir. Le problème est que vous montreriez toutes vos cartes aux Russes. Vous avez peut-être entendu dire que de nombreuses armes guidées occidentales commencent par être très efficaces, mais que leur efficacité diminue avec le temps. Cela s'est produit avec les HIMARS, les Storm Shadows et les obus d'artillerie guidés Excalibur. La raison est assez simple. Les Russes observent comment ces armes fonctionnent et réagissent ensuite. Une grande partie de la performance des défenses aériennes basées au sol et de la guerre électronique est pilotée par des logiciels. Donc souvent, pour contrer une nouvelle arme, il n'est pas nécessaire de construire quelque chose de complètement nouveau. Il suffit peut-être de mettre à jour le logiciel. Les Russes ont démontré qu'ils sont très bons dans ce domaine. And the Russians have demonstrated to be very, very good at this. It's not something that is not considered in the West. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas pris en compte en Occident, mais les Russes ont démontré qu'ils sont très capables de le faire très bien. C'est l'un de leurs points forts, pour être honnête. Donc, si vous amenez le F-35 dans le théâtre, les Russes seront capables d'enregistrer leurs émissions radar, profil de vol, émissions d'armes et communication. Ensuite, l'arme deviendra moins efficace si elle doit être utilisée dans une situation différente. De plus, vous pouvez être certain que si les Russes font cela, les Chinois le sauront également. À la lumière de ce qui semble être un conflit à venir dans le Pacifique occidental, cela est particulièrement important. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez jamais les dernières armes. Donc, ce n'est pas seulement que l'OTAN réduit ses activités de manière opportune, c'est aussi que vous ne voulez toujours pas abandonner toutes vos cartes. L'OTAN veut garder quelques technologies que tous les membres maîtrisent,
mais non pas encore partagé, même en Ukraine. Dans une guerre par procuration comme en Ukraine, vous voulez garder cet atout pour plus tard. C'est votre analyse. C'est exact, c'est ce qu'ils font. Donc, ce n'est pas seulement que l'OTAN est commodément en train de réduire ses activités, c'est aussi que vous ne voulez toujours pas abandonner toutes vos cartes. L'OTAN veut garder quelques technologies que tous les membres maîtrisent, mais n'ont pas encore partagées, même en Ukraine. Dans une guerre par procuration comme en Ukraine, vous voulez garder cet atout pour plus tard. C'est votre analyse. C'est exact. C'est ce qu'ils font. Quelle est la réponse russe? Quels avions utilisent-ils? Combien d'entre eux sont utilisés contre l'Ukraine? Ont-ils également un équivalent au F-35 qu'ils n'utilisent pas encore, afin de garder certains secrets? Donc, l'armée de l'air russe était en bon état avant la guerre, mais pas en excellent état. En termes d'avions de combat, elle en comptait un peu plus de 1000, mais les avions modernes étaient au nombre d'environ 400. Et ils ont Les Russes ont également utilisé certains avions plus anciens avec un certain succès, mais le nombre d'avions n'était pas si important. Si vous considérez l'armée de l'air italienne, par exemple, elle dispose d'un peu plus de 100 avions de combat. La France en a environ 200. Cela vous donne une idée de l'équilibre. Les Russes avaient une certaine supériorité technologique parce qu'ils possèdent d'excellents équipements. Par exemple, le missile air-air R-37M, qui est une arme à très longue portée, surpassant pratiquement tout ce qui se trouve dans l'arsenal occidental. Ils ont également une force de bombardiers particulièrement efficace, capable de lancer des missiles de croisière, qui, malgré certains rapports initiaux, tendent à être très précis et efficaces. Et il est également assez difficile d'intercepter et d'abattre. Le même phénomène que vous voyez à l'œuvre du côté ukrainien se produit également du côté russe. Les Russes se retiennent beaucoup moins que l'OTAN pour des raisons évidentes. Ils ont donné à l'OTAN un très bon aperçu de leur technologie. Cependant, il y a au moins quelques systèmes qu'ils retiennent. L'un d'eux est le Sukhoi 57, qui est leur dernier avion furtif de 5e génération, un avion multirôle lourd. Il n'est pas produit en grande quantité car ils utilisent encore un ancien moteur. Ils attendent qu'un moteur plus récent soit pleinement opérationnel avant de commencer la production à grande échelle. Donc ils n'en ont pas beaucoup et ils ne l'utilisent pas beaucoup. Ils l'utilisent simplement comme lance-missile à une distance sûre à l'intérieur du territoire russe. Donc ça n'a pas été vu. L'autre composant qui n'a pas été vu est le S-500, qui est un successeur du S-400 et qui entre maintenant en service. Les premiers tests ont probablement eu lieu en 2021 ou 2022, juste avant l'invasion. Mais il n'a toujours pas été vu en Ukraine. C'est pour l'opération en Ukraine. Du côté naval, il y a beaucoup plus en termes de sous-marins, d'armes anti-navires, etc., qui n'ont jamais été vus. Ils sont censés être très efficaces, mais nous n'en savons rien. Et en ce qui concerne la production de ces armes, je suppose que les Russes sont capables de tout faire au sein de leur propre économie. Maintenant, pour le F-35 et surtout les avions, ces choses sont-elles purement produites aux États-Unis? Ou certaines pièces proviennent-elles également d'autres pays de l'OTAN? Est-ce une collaboration conjointe?
Eh bien, un ami à moi disait que le F-35 n'est pas seulement un avion, c'est un moyen d'influencer les gouvernements. La production du F-35 est un projet du monde occidental. Beaucoup de composants sont fabriqués ici au Royaume-Uni, non loin de chez moi. Mais il y a des fournitures provenant de toute l'Europe et de nombreux autres pays. Cependant, les Américains exercent un contrôle très strict sur l'avion. Les technologies clés sont en fait américaines et n'ont pas été divulguées aux autres pays ou forces aériennes qui l'utilisent. En fait, cela a causé quelques problèmes avec les Japonais, par exemple, qui achètent également le F-35. Ils voulaient un transfert de technologie, mais les Américains n'ont pas accepté. En ce qui concerne les Russes, ils ont démontré être beaucoup plus autonomes qu'on ne le croyait initialement. Nous savons tous que les sanctions n'ont pas eu l'effet escompté. Une des raisons est que les Russes planifient quelque chose comme cela depuis 2014. Il manque encore de certains composants clés, en particulier des composants électroniques dans leurs armes. Les puces électroniques sont essentielles dans tout, même votre mixeur ou votre four en contiennent. De nombreuses armes russes ont été trouvées avec des composants occidentaux. Cependant, cela ne semble pas être un problème paralysant. Certains de ces composants sont d'origine civile et de sophistication moyenne, ce qui peut être acheté sur le marché libre. Les sanctions peuvent être contournées par d'autres pays et des intermédiaires qui peuvent acheter ces composants. Et les Chinois peuvent en fait fournir des remplacements de moindre qualité, mais toujours efficaces pour ces composants, ce qui semble qu'ils font effectivement. Par exemple, dans l'industrie des hélicoptères, ils disent qu'avec des composants occidentaux, ils en rejetaient 1 sur 15. Maintenant, avec les composants chinois, ils en rejettent 1 sur 4. Mais ils peuvent toujours construire des hélicoptères. Ce n'est pas un problème bloquant. Les Russes ont commencé à, comme cela arrive toujours lorsque les importations cessent, trouver des substitutions. Ainsi, les Russes ont lancé certains programmes pour utiliser leurs propres capacités et usines à l'intérieur du pays, afin de tenter de remplacer certains de ces composants. En fait, récemment, nous avons commencé à voir que des composants occidentaux sont maintenant remplacés par des composants fabriqués en Russie, en particulier les unités de guidage dans les drones. Certains des drones les plus récents qui se sont écrasés en Ukraine avaient un pourcentage légèrement plus élevé de composants russes qu'auparavant. Ils travaillent également à un niveau stratégique, en s'engageant pleinement à construire et développer des usines de microcircuits avec une technologie relativement moderne. D'accord, disons que le niveau de technologie des microprocesseurs est déterminé par un nombre appelé le nœud. Ce nombre est un indicateur de la taille des composants à l'intérieur de la puce. Les composants les plus avancés, comme ceux que l'on trouve dans le MacBook que j'utilise pour vous parler, mesurent environ 3 à 5 nanomètres. Les Russes ont un programme pour mettre en place une chaîne de fabrication de puces de 28 nanomètres. Cette technologie est assez ancienne, probablement vieille de 10 à 15 ans, mais elle est encore suffisamment bonne pour la plupart des applications militaires. Donc, ils surmontent également ce problème. Oui, je veux dire, c'est pas une grande surprise. Si vous bloquez un pays, il essaiera de trouver d'autres moyens pour atteindre les mêmes objectifs. Ce n'est pas comme si les sanctions contre l'Iran avaient conduit l'Iran à arrêter toutes ses activités militaires.
ils les font juste différemment. Peut-être qu'une autre question qui me vient à l'esprit est pour quelqu'un qui comprend les aspects techniques de cette guerre. Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris dans la guerre en Ukraine, en termes de dispositifs techniques utilisés? Par exemple, la guerre des drones est devenue si importante. Les Russes ne semblaient pas avoir beaucoup de drones au début, mais ils ont rattrapé très rapidement. Cette nouvelle technologie semble avoir un impact significatif sur la guerre au sol. Alors que personne ne s'attendait à ce que la technologie des drones ait un tel impact, il est énorme, bien plus que ce que tout le monde avait anticipé. Il y avait aussi cette idée que les drones n'étaient pas viables dans une confrontation à grande échelle parce qu'il y avait de nombreux systèmes capables de les abattre. On pensait donc qu'ils n'étaient pas vraiment utilisables dans ce contexte. Il s'est avéré qu'ils sont si bon marché que vous pouvez en fait vous permettre de les perdre sans trop vous en soucier. Même si leur viabilité n'est pas excellente, leur faible coût les rend viables. Ils sont toujours très efficaces dans tout ce qu'ils font. Un autre élément important, dont la guerre par drone fait partie, est le fait que le champ de bataille est devenu transparent. Les deux camps, ainsi qu'un certain nombre d'autres entités, ont accès à une image claire de ce que fait l'adversaire grâce à divers moyens. Ceci inclut des moyens spatiaux ukrainiens et occidentaux, comme les satellites, ainsi que des moyens terrestres. Les Russes ont également des capacités similaires. Cette transparence signifie que vous ne pouvez plus surprendre votre adversaire. Si vous suivez les vidéos provenant de la guerre, vous remarquerez souvent que toutes les actions impliquent de petites équipes. Ces équipes sont généralement au niveau de la compagnie, avec un maximum de 100 à 200 soldats ou une douzaine de véhicules. En réalité, cela ne correspond pas à la doctrine d'avant-guerre qu'ils avaient. L'idée était de rassembler des formations blindées lourdes pour percer la ligne de l'adversaire, puis d'opérer à l'arrière et en profondeur. Cela n'est plus possible, car chaque fois que vous essayez d'agréger ces forces pour créer ce point blindé pour percer les lignes, vous devenez simplement une cible. Vous êtes vu de très loin pendant que vous essayez de le faire. L'adversaire se prépare, et au moment où vos forces sont concentrées, elles deviennent également une meilleure cible, plus facile à atteindre. Donc chaque tentative dans cette direction a principalement échoué. Par exemple, cela s'est produit tout au long de la guerre, même au début. Un exemple récent est Avdiivka. Les Russes ont tenté une attaque massive sur la ville d'Avdiivka. Malgré une meilleure gestion de leurs préparatifs que dans d'autres cas, ils ont été absolument écrasés par les Ukrainiens. Ils ont perdu l'équivalent d'une division de chars pour conquérir Avdiivka. Je parle probablement de 200 à 300 véhicules terrestres, juste pour conquérir Avdiivka. Et ça était essentiellement dû au fait qu'ils avaient amassé. La même chose s'est produite lorsqu'ils ont essayé à Vuhledar. Et la même chose s'est produite au début de l'offensive d'été, en 2023, lorsqu'ils ont essayé d'utiliser les doctrines de l'OTAN. Les Ukrainiens ont essayé de percer les défenses russes. Ils ont rassemblé leurs forces, et chaque fois qu'ils l'ont fait, ils ont été anéantis. C'est pourquoi la seule chose que vous pouvez faire est de déplacer de petites équipes, de petits groupes de personnes, pour attaquer une position, puis attendre un peu, attaquer une autre, puis attendre un peu et attaquer une autre. Ils progressent lentement à travers toutes ces positions, mais il est clair que vous ne percerez jamais de cette manière. All these positions, but it's clear that you will never break through in this way. You will
Il est difficile d'infliger une défaite opérationnelle. Vous pouvez gagner beaucoup de petites batailles tactiques, mais il est presque impossible d'obtenir un succès opérationnel. Cela est dû au fait que toutes vos forces sont dispersées pour éviter de créer des cibles pour les systèmes de l'adversaire. C'est probablement l'élément clé qui change le caractère de cette guerre. Cela est différent de la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, c'était l'artillerie, les mitrailleuses et les barbelés. Dans ce cas, c'est l'information. La disponibilité des renseignements sur les mouvements de l'adversaire rend la surprise presque impossible. Parce que les deux camps sont constamment capables de se surveiller mutuellement. J'ai toujours pensé que vous utilisiez des satellites pour surveiller l'autre camp, mais les drones sont beaucoup plus proches. Par conséquent, vous comprenez beaucoup mieux ce qui se passe. Vous les faites voler au-dessus, et même si le drone disparaît, cela ne vous dérange pas. Exactement. Il existe plusieurs types de moyens de renseignement. Certains sont des unités terrestres qui écoutent les émissions électromagnétiques de l'adversaire. C'est un indicateur important de ce qui se passe, car la communication et le fonctionnement des radars émettent des signaux. Il y a des radars terrestres et des radars embarqués sur des avions. Les Ukrainiens ne les utilisent pas trop à cause de ce que nous avons discuté plus tôt, mais ils existent. Les avions de l'OTAN continuent de survoler la mer Noire et les frontières de l'Ukraine et de la Biélorussie, essayant de recueillir des renseignements sur ce qui se passe. La portée est encore un peu éloignée, mais c'est néanmoins des renseignements utiles. Ensuite, il y a les drones. Et bien sûr, il y a les moyens spatiaux, qui sont nombreux. Les deux camps ont cette capacité. Les Russes ne sont pas aussi développés que les Américains à cet égard, mais ils en ont suffisamment pour recueillir des renseignements significatifs. Existe-t-il une autre technologie que nous n'avons pas vraiment vue utilisée dans d'autres guerres? Ou en général, une autre technologie que vous surveillez pour comprendre comment la guerre et les conflits armés se développent au XXIe siècle? Si vous voulez parler du grand inconnu, c'est l'efficacité de la guerre électronique et de la cyberguerre qui sont quelque peu liées. Cela s'explique par le fait que, premièrement, c'est l'aspect le plus secret des opérations militaires. Il y a très peu d'informations disponibles, donc nous ne savons vraiment pas exactement ce qui se passe. Deuxièmement, les armées modernes et les forces armées dépendent fortement du spectre électromagnétique pour presque tout, y compris la communication. Le spectre électromagnétique devient un champ de bataille en soi. Donc il y a une guerre constante qui s'y déroule. So there is a constant war going on there. And by the way, this is the situation in which Et d'ailleurs, c'est une situation dans laquelle vous ne voulez vraiment pas montrer toutes vos cartes parce que c'est probablement le domaine où il est le plus facile de réagir. Les Russes ont en fait beaucoup investi dans la guerre électronique. C'est un domaine où ils ne sont pas inférieurs. Ils sont probablement légèrement supérieurs à ce que l'Occident pourrait déployer. Ils ont beaucoup investi, mais malgré tout, d'après ce que nous savons, ils semblent utiliser des tactiques relativement simples et brutales pour combattre dans le spectre électromagnétique. Les Ukrainiens n'ont pas grand-chose pour contrer cela, pour être honnête. Donc, c'est le problème. C'est un domaine où certaines batailles peuvent être gagnées ou perdues, des batailles complètement invisibles qui ont une influence importante sur le déroulement de la guerre. Et peut-être une dernière question. L'Occident semble avoir mis beaucoup d'espoir narratif et de capital de confiance dans des armes miracles, toujours nouvelles. Le F-16 en est un exemple.
ainsi que divers missiles, comme les missiles allemands Taurus et les missiles britanniques. Chaque fois que ces armes ont été livrées, les Russes ont trouvé un moyen de les contrer. Pensez-vous que cette guerre sera finalement décidée par la technologie ou par la stratégie militaire? Laquelle pensez-vous est la plus décisive? Je veux dire en considérant les leçons de la Seconde Guerre mondiale. I mean, because one thing is the Second World War. At the end of the Second World War, we've seen the introduction of something. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous avons vu l'introduction de quelque chose d'inédit, la bombe atomique, une bombe nucléaire. Bien que, à mon avis, l'entrée de la Russie dans la guerre ait été plus décisive pour la reddition japonaise, les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki ont été cruciaux pour que l'empereur puisse justifier la reddition auprès de son propre peuple. Ainsi, le simple fait de disposer d'une nouvelle technologie peut également avoir une importance politique. Y a-t-il quelque chose dont vous avez connaissance qui est en cours de développement en termes de technologie très nouvelle? So let's split between the general situation. Séparons la situation générale en vue d'un futur conflit avec la Chine et la guerre en Ukraine. En termes de situation générale, beaucoup de choses sont en cours de développement aujourd'hui. Les hypersoniques, une nouvelle génération d'avions de combat, les drones et les UCAV, véhicules aériens de combat sans pilote. Ce sont des systèmes qui peuvent utiliser des armes sans être guidés par un humain, dans une certaine mesure. Il y a beaucoup de problèmes et ils ne sont pas encore complètement développés, mais c'est la direction qu'ils prennent. Un domaine dont on parle à peine est l'intégration, la communication et l'intégration des renseignements. Ainsi, chaque système sur le champ de bataille peut partager ses informations avec tous les autres systèmes. Chaque soldat, aviateur ou marin dans le théâtre a une image de la situation composée des vues individuelles de chaque système. C'est exactement ce qui se passe en Ukraine, comme je l'ai mentionné auparavant, bien que ce soit probablement encore à un niveau relativement primitif. Il y a des études pour pousser cela au maximum, le rendant capable de contrôler une bataille aérienne depuis l'autre côté du monde et même de commander directement les armes impliquées. Donc il y a beaucoup de choses qui se font à cet égard d'un point de vue général. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, comme personne ne veut révéler toutes ces stratégies, je ne pense pas que nous soyons susceptibles de voir une solution militaire définitive. Il semble que les décisions politiques peuvent toujours changer le cours des événements. Actuellement, il semble que les Russes pourraient être proches de briser les forces ukrainiennes. À ce stade, plutôt que d'accepter la défaite et de perdre un territoire important, les Ukrainiens s'assoiront probablement pour négocier. Donc, je ne m'attends pas à une résolution militaire complète en Ukraine en raison d'une technologie particulière, bien que de nombreuses nouvelles technologies soient développées aujourd'hui. Nous espérons toujours qu'il n'y aura pas une autre guerre, mais si c'est le cas, elle sera différente de celle-ci. D'accord. J'ai appris de vous aujourd'hui que même si la guerre en Ukraine est la plus horrible en Europe depuis les guerres yougoslaves, tout n'est pas utilisé là-bas. La technologie continue de se développer, ce qui signifie que je devrais vous reparler. J'espère que ce ne sera pas trop tôt. Je souhaite vraiment que ces instruments ne soient pas utilisés. Nous sommes trop stupides pour ne pas les utiliser. C'est ce qui me frustre tellement. C'est une planète de 8 milliards de personnes, et nous ne sommes pas assez intelligents pour éviter d'utiliser ces instruments de massacre, les uns contre les autres. Malheureusement, que se passe-t-il? Le fait que je suive cela ne signifie évidemment pas que je suis un va-t-en-guerre. Non, je sais.
Vous êtes une personne très raisonnable. Et sur votre chaîne, d'ailleurs, tout le monde, Gus, continue de parler de ces systèmes et des subtilités techniques que les gens sur le terrain étudieront, ce qui est important. Donc nous, dans le domaine des politiques, devrions au moins en connaître un peu. Gus, merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances aujourd'hui. Tout le plaisir était pour moi. C'était vraiment intéressant. Tous les liens seront dans la description, y compris un lien vers votre chaîne. Tous mes vœux. Merci beaucoup. Soon.